Bonsoir mes amis, ce soir je vous propose de plonger dans une souffrance silencieuse. Celle d'un jeune homme de 17 ans, mal dans sa peau, perdu dans un environnement qui ne l'écoute pas. Volodia, une nouvelle courte d'Anton Tchekhov, raconte cette chute intérieure. Celle d'un adolescent qu'on n'a pas su entendre. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre ce mal-être adolescent. Ce sentiment diffus d'échec qui empêche Volodia de trouver sa place. Nous parlerons aussi de la solitude existentielle, quand les mots ne suffisent plus, quand les cris ne portent plus. Et enfin, nous verrons comment chez lui, l'idéalisation de l'amour devient un piège. Un rêve trop grand pour un cœur déjà trop plein. Un rêve trop grand parce que Volodia met dans l'amour un espoir immense, presque irréel. Il en attend le salut, la reconnaissance, la réparation de toutes ses blessures. Et un cœur trop plein parce qu'à 17 ans, il est déjà plein de honte, de peur, de solitude, de colère rentrée. Son cœur déborde et il ne trouve personne pour l'apaiser. Anton Tchekhov naît en 1860 à Taganrog, au sud de la Russie, et meurt en 1904. Il est l'un des plus grands écrivains russes de la fin du XIXe siècle. Médecin de formation, il s'est surtout illustré par ses nombreuses nouvelles et ses pièces de théâtre, dans lesquelles il brosse, avec lucidité et empathie, le portrait de la société russe de son époque. Je dis avec empathie parce que Tchekhov ne juge jamais ses personnages, même quand ils sont ridicules, maladroits ou faibles. Il les montre dans leur complexité, avec une vraie compréhension. Dans la nouvelle Volodia, il ne se moque pas de l'adolescent. Il ne condamne personne. Il expose simplement, et avec délicatesse, la douleur d'un être qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. Et c'est cette capacité à dépeindre les souffrances silencieuses qui fait de lui un écrivain empathique. Volodia a été publié en 1887, en pleine Russie tsariste, et au cœur de la période littéraire réaliste. Je veux dire qu'à cette époque, la littérature russe s'intéresse de près à la psychologie des personnages et aux réalités sociales. Tchekhov, en particulier, montre les tourments intimes de gens ordinaires. Et Volodia ne fait pas exception. Cette nouvelle s'inscrit dans une société hiérarchisée et traditionnelle. Et les émotions qu'il met en lumière, la honte, l'isolement, le besoin d'être aimé, nous concernent tous. Le fait que Volodia se déroule dans une société hiérarchisée et traditionnelle renforce le malaise du personnage. L'adolescent Volodia se sent jugé, inférieur, pris au piège des apparences. Et dans ce monde où on cache ses failles, où on valorise la réussite et le statut, sa honte, sa solitude et son mal-être n'ont pas leur place. Ce qui rend sa souffrance encore plus silencieuse. Volodia est un adolescent de 17 ans, timide, fragile et mal dans sa peau. Un dimanche d'été, on le retrouve seul dans le jardin d'une villa appartenant aux Shumihin, une famille aisée, une famille amie de sa mère. 3 inquiétudes pèsent sur l'adolescent. L'examen de mathématiques du lendemain, qu'il redoute de rater une nouvelle fois. La honte sociale d'être perçu comme inférieur, car il sent bien que lui et sa mère sont traités avec condescendance. Et enfin, une émotion plus confuse. Il est troublé par la présence d'une femme plus âgée, Nyuta, vive, provocante, à laquelle il ne cesse de penser. Au fil de la journée,
Nyuta remarque son air renfermé et commence à le taquiner. Avec un ton mi-léger, mi-provocateur, elle lui suggère d'apprendre à courtiser les femmes. Et même, pourquoi pas elle? Volodya, d'abord paralysé par sa timidité et par la terne image qu'il a de lui-même, finit par y croire. Plus tard, quand il se retrouve seul, il ose lui avouer son amour et il l'enlace timidement. À ses yeux, c'est un instant plein d'espoir. Je veux dire par là qu'il croit, peut-être pour la première fois, que quelque chose de beau lui arrive. Mais quelques heures plus tard, il surprend Nyuta racontant la scène à sa mère, en riant. Pire encore, sa propre mère rit avec elle. Ce qu'il avait vécu comme un bonheur n'était pour sa mère et Nyuta qu'un divertissement. Pour Volodya, c'est la honte, l'humiliation et l'effondrement sentimental. Dans la nuit, Nyuta revient vers lui. Elle l'embrasse. Elle se laisse enlacer. Pour Volodya, c'est un instant presque irréel, qui ressemble à un cadeau. Mais au fond, ce moment ne guérit rien. Nyuta ne l'aime pas. Et Volodya, lui, comprend que ce moment n'a pas la sincérité qu'il espérait. Ils se séparent dans un malaise silencieux. Le lendemain, Volodya ne va pas à son examen. Et sur le chemin du retour, il explose de colère contre sa mère. Il lui reproche de l'avoir traîné là, dans cette vie-là, d'avoir cédé à ces gens riches, et surtout de s'être moqué de lui. Elle ne comprend pas, et lui ne peut plus expliquer. De retour à la pension, Volodya s'enferme dans sa souffrance. Et dans un ultime geste de désespoir, il prend un revolver et se donne la mort. La nouvelle se clôt brutalement sur ce suicide. En un jour, Volodya est passé du rêve d'un amour à l'effondrement total. Et personne n'a su entendre son silence plein de souffrance. Après avoir narré l'histoire, je vous propose qu'on se penche sur l'analyse psychologique de Volodya, en approfondissant les 3 grands thèmes annoncés en introduction. Ces thèmes, le mal-être adolescent, la solitude existentielle et l'idéalisation de l'amour, s'entremêlent dans la nouvelle et offrent même plusieurs niveaux de lecture. Ces thèmes mettent en lumière plusieurs facettes du personnage de Volodya. Et peut-être aussi que ces thèmes ont des choses à nous dire en tant que lecteurs. Voyons successivement comment ces 3 aspects se manifestent dans le récit et en quoi ils peuvent faire écho à nos propres expériences. Volodya incarne le mal-être adolescent. Dès les premières lignes du récit, on le voit abattu, envahi par un profond sentiment d'échec et d'insécurité. Cet adolescent de 17 ans est décrit comme laid, gauche et mal dans sa peau. En effet, il souffre d'un terrible manque de confiance en lui. Il se trouve insignifiant, inintéressant, et il a pleinement conscience de ses échecs. Sur le plan scolaire, Volodya accumule les difficultés au point de redoubler et de risquer l'expulsion. Une perspective qui le hante, qui le rabaisse. À cet âge charnière, ne pas réussir à l'école représente pour lui bien plus qu'une mauvaise note. C'est la preuve, croit-il, de sa propre nullité. Il se compare sans doute aux autres garçons de son âge, qui avancent dans leurs études, et il se voit comme un perdant en retard sur tous. Ce sentiment diffus d'infériorité
de ne pas être à la hauteur le ronge intérieurement. Ce sentiment ne le lâche pas. Et ce malaise ne se limite pas à l'école. Physiquement aussi, il a honte de lui. Il se voit peu séduisant. Il se sent maladroit dans ses gestes et gauche dans ses paroles. À 17 ans, l'âge où on se cherche et où on doute de tout, Volodia porte un regard extrêmement dur sur lui-même. Le moindre de ses défauts lui semble insurmontable. Il est piégé dans une image négative de soi, dont il n'arrive pas à s'échapper. Le mal-être de l'adolescent Volodia s'exprime également par son incapacité à trouver sa place, que ce soit en famille ou en société. Quand il accompagne sa mère chez les Shumiin, au lieu de se sentir en sécurité dans l'univers des adultes, son malaise empire. Il est traité en pauvre et il le perçoit douloureusement. À un âge où l'orgueil et la sensibilité sont exacerbés, il ne supporte pas l'idée que sa mère et lui soient considérés comme inférieurs socialement, jusqu'à se sentir ridicule. Voir sa mère quémander l'amitié de ces riches aristocrates le remplit de honte et de colère contenue. Chaque sourire condescendant qu'il décèle, chaque remarque humiliante qu'il surprend, vient nourrir son sentiment d'humiliation. Volodia est tiraillé entre, d'un côté, l'envie d'être accepté et de l'autre, le refus de se plier à ces relations sociales fausses qui le font souffrir. Cette incapacité à s'intégrer, à se sentir l'égal des autres, est un trait fréquent du mal-être à l'adolescence. Beaucoup de jeunes, à un moment ou à un autre de leur adolescence, se sentent à part, exclus ou incompris dans les groupes qu'ils fréquentent. Pour Volodia, cette impression est permanente. Cette impression est nourrie par la contradiction qui l'habite. Volodia se vit comme un intrus dans le monde des autres, convaincu d'être en décalage où qu'il soit. Même en famille, l'entente avec sa mère est difficile. Et il n'a apparemment ni frère, ni sœur, ni amis proches pour partager son univers. Il est seul avec lui-même et avec ses pensées sombres. L'adolescence est souvent marquée par une grande vulnérabilité émotionnelle, par une quête d'identité et d'estime de soi incessante. Le personnage de Volodia pousse ses tendances à l'extrême. Je veux dire qu'il se dévalorise au point de ne plus voir d'issue. Son esprit est envahi par le doute de soi et par la peur de l'échec. Deux convictions malheureusement répandues chez les jeunes. Aujourd'hui encore, combien de lycéens angoissent à l'idée de rater un examen, d'échouer aux attentes de leurs parents ou de la société. Je l'ai moi-même vécu avec l'amour et la reconnaissance d'un père qui était conditionné par la réussite scolaire. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Cette peur de décevoir et de ne pas être à la hauteur, Volodia la ressent avec intensité et elle alimente sournoisement sa détresse. De même, la préoccupation de l'image qu'on renvoie aux autres est excessive à cet âge. Volodia souffre du regard porté sur lui, peut-être même du regard qu'il s'imagine, persuadé qu'on le trouve bête ou laid. Et ce regard humiliant, blessant, réel ou imaginé, finit par devenir son propre regard sur lui-même. Son mal-être nous rappelle que l'adolescence est une phase critique de la vie, où on construit son identité, à partir du regard des autres, et de ses réussites ou échecs initiaux. Et si ce regard est dévalorisant, moquerie, échec scolaire, absence de considération, l'adolescent peut facilement sombrer dans une spirale de mal-être. Et Volodia incarne tragiquement cette spirale. Au-delà du malaise propre à l'adolescence, la nouvelle développe un autre thème majeur,
celui de la solitude existentielle. Si Volodia souffre autant, c'est aussi parce qu'il est seul face à son désarroi, incapable de le partager avec quiconque. Tout au long de la nouvelle, on voit bien que ses tentatives de communication, ses appels à l'aide, détournés ou explicites, échouent lamentablement, comme des cris étouffés que personne n'entend autour de lui. L'exemple le plus flagrant est sa relation avec sa mère. Volodia essaye, à sa manière maladroite, de lui faire comprendre son mal-être. Or, sa mère ne perçoit pas la détresse derrière les protestations de son fils. Cette femme, souhaitant appartenir à une plus haute classe sociale, préfère minimiser jusqu'à ignorer les cris de son fils, qu'elle attribue sans doute aux sautes d'humeur capricieuses de l'adolescence. Elle continue donc de fréquenter ces aristocrates qui la méprisent, entraînant Volodia dans un environnement qui le fait souffrir. Un environnement creux, théâtral, car basé sur le code social et le paraître. Et donc, une incompréhension s'installe. Volodia parle, mais sa mère n'écoute pas. Le dialogue est rompu, d'emblée. Jusqu'au bout, un mur les sépare. La mère voit un adolescent ingrat qui s'emporte sans raison apparente, là où Volodia crie sa douleur, celle d'être incompris et humilié. Cette incompréhension met en lumière une forme de solitude particulièrement nocive, celle d'un enfant qui ne parvient pas à communiquer sa souffrance à son propre parent. Il y a dans ce récit un fossé générationnel et émotionnel entre la mère et le fils. Ce fossé entre générations est d'ailleurs un thème récurrent dans la littérature russe. On l'a vu dans cette série qui lui est consacrée, notamment chez Tourgueniev. Chacun est enfermé dans son monde. Le fils dans son mal-être, qu'il n'arrive pas à formuler correctement, et la mère dans sa frivolité et ses préoccupations sociales. Résultat, Volodia se retrouve seul avec ses pensées sombres, sans oreille attentive pour l'écouter. Mais la solitude de Volodia ne se limite pas à l'incompréhension maternelle. Elle s'étend à l'ensemble de son entourage dans la nouvelle. Je pense à l'absence du père. On ignore si Volodia a encore un père. Je pense aussi à Nyuta, vers qui il se tourne, dans un élan d'espoir amoureux. Mais cette femme n'entend pas non plus son malaise. Quand Volodia se déclare à elle, il met en mots, il est vrai de façon maladroite, son besoin d'amour et de reconnaissance. C'est une tentative désespérée de briser sa solitude, de trouver chez Nyuta l'affection et l'attention qui lui manquent cruellement. Mais Nyuta, au lieu de recevoir cet aveu avec compassion, en rit et le tourne en dérision. Elle ne voit dans les paroles de Volodia qu'une simple amourette d'adolescent. Elle n'y voit qu'un jeu sans conséquence, dont elle peut s'amuser. Là encore, le cri de Volodia n'est pas entendu. Nyuta n'a pas conscience que, derrière la déclaration enflammée du jeune homme, se cache un véritable appel au secours. Un besoin vital de se sentir aimé et estimé. En choisissant de s'en moquer, d'un coup, elle brise l'espoir de Volodia d'établir une connexion sincère. Volodia est plus esseulé que jamais, se rendant compte que ce qu'il a vécu n'était qu'une illusion passagère, et non pas la communion émotionnelle qu'il recherchait. Volodia vit une solitude qui n'est pas seulement physique. Elle est avant tout existentielle. Qui n'a jamais éprouvé, à un moment difficile de sa vie, cette impression désespérante de parler dans le vide, de ne pas réussir à se faire comprendre de ceux qui nous entourent et que nous aimons. Volodia illustre cette expérience avec intensité. Et sa tragédie personnelle provient en grande partie de ce manque d'écoute et d'empathie autour de lui.
Le troisième grand thème psychologique de la nouvelle est l'idéalisation de l'amour et la terrible désillusion qui en découle. En effet, Volodya a en l'amour des attentes immenses, irréalistes. Il n'a jamais connu l'amour. Et voilà que Nyuta surgit dans sa vie. Une femme plus âgée, expérimentée, qui allume en lui les feux du premier émoi. Volodya voit en elle la promesse d'un amour absolu, capable de le sortir de sa morosité quotidienne. Dans l'état d'esprit désespéré où il se trouve, Volodya idéalise Nyuta, autant que le sentiment amoureux lui-même. Il ne tombe pas amoureux de façon mesurée ou réfléchie. Il s'éprend d'elle entièrement, avec l'ardeur et l'excès de l'adolescence. Nyuta devient pour lui une sorte d'étoile salvatrice. Il se met à rêver qu'elle pourrait l'aimer en retour, et que cet amour le transformerait, le rendrait enfin heureux et confiant. Il se figure peut-être aussi qu'en conquérant le cœur d'une femme adulte, il prouverait sa valeur aux yeux du monde et à ses propres yeux. L'amour lui apparaît donc comme un remède miracle à tous ses maux, à sa solitude, à son manque d'estime de soi, à son ennui. À son insu, Volodya nourrit l'illusion que l'amour de Nyuta serait non seulement possible, mais qu'il serait le levier de son propre épanouissement. C'est une vision naïve, bien sûr, mais compréhensible à 17 ans. Tchekhov comprend cette idéalisation et il la dépeint avec justesse. Mais le réel va cruellement briser cette belle illusion. L'idéal que Volodya avait construit autour de l'amour s'effondre en l'espace de quelques heures. D'abord, Nyuta tourne en ridicule sa déclaration, révélant ainsi qu'elle ne prenait pas du tout ce flirt au sérieux. Pour Volodya, c'est la douche froide. L'amour qu'il mettait sur un piédestal se voit rabaissé au rang de futilité par la femme elle-même qu'il désirait. Notons aussi que cette femme qu'il avait idéalisée ne correspond pas du tout à l'image qu'il s'en était faite. Au lieu d'être une compagne compréhensive et aimante, Nyuta s'avère légère, moqueuse, insensible à ses élans sincères. Cette désillusion amoureuse est le coup de grâce pour Volodya. D'autant plus que le monde ne lui offre plus aucun échappatoire, ni aucune lumière. Tout s'est effondré. Tchekhov souligne ici le danger d'une idéalisation trop intense. C'est pas l'amour en soi qui détruit Volodya, mais la chute brutale de l'idéal qu'il y associait. Il n'avait pas de recul, pas d'expérience pour tempérer ses attentes, et encore moins une écoute attentive et bienveillante. Plus que le revolver, c'est ce retour brutal au concret qui l'abat. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette présentation d'une nouvelle qui m'a marqué. D'ailleurs, Volodya est pour cette raison le prénom d'un personnage de mon premier roman, Le récit d'une émancipation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.